Voilà, on va passer à la présentation de nos invités. Donc, Marie-Jeanne Blain et Marianne Lezeau, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Madame Blain est anthropologue, chercheur au Centre de recherche Interaction, chercheur d'établissement au CIUS du nord de l'île de Montréal et professeur associé à l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur l'inclusion des personnes immigrantes et réfugiées, les processus d'intégration socio-professionnelle, ainsi que l'adaptation des services dans une perspective intersectorielle pour répondre à leurs besoins. Ensuite, nous avons Marianne Lezeau, qui est étudiante à la maîtrise en sciences de l'information à McGill. Elle est également boursière et assistante de recherche des projets expériences d'utilisation des services et les enjeux intersectoriels de l'employabilité de jeunes adultes d'immigration récente. Donc, la conférence d'aujourd'hui portera sur les ressources qui sont déployées par des organismes publics et communautaires qui opèrent indépendamment et qui peuvent être adaptés ou pas aux réalités des jeunes adultes d'immigration récente à Montréal. A priori, la conférence va durer 1 heure, puis ensuite, on aura 30 minutes pour la période de questions. Donc voilà, je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la belle invitation. Donc, Marie-Jeanne Blain, ça me fait plaisir de partager la parole aujourd'hui avec Marianne. C'est notre première présentation comme officielle de la recherche. Vous allez voir, c'est une recherche qui est toujours en cours. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager en premier lieu les expériences puis le point de vue des jeunes adultes qu'on a rencontrés. Donc, des jeunes de 18 à 25 ans qui sont arrivés au Québec depuis moins de 5 ans. Donc, il s'agit de comprendre un peu leurs expériences en lien avec l'intégration aux études ou en emploi, donc comment ça fonctionne. Puis vous allez voir, ils ont une diversité de statuts d'immigration, une diversité de pays, une diversité de perspectives, évidemment. Aujourd'hui, donc, c'est la première fois qu'on présente. Alors, ça se peut que parfois on cherche nos mots, qu'on lise les notes, donc tolérance requise, s'il vous plaît. Mais ça va nous faire vraiment plaisir de répondre aux questions au fur et à mesure. Donc, une autre caractéristique, ça se peut qu'on doive couper un peu le contenu. Alors, ça se peut qu'à certains moments, on passe les fiches rapidement parce que j'ai tendance à avoir trop de choses à dire quand même. Vous avez vu le résumé de la présentation aujourd'hui dans laquelle on a mentionné qu'il y a une transition de vie majeure qui s'opère pour les jeunes adultes entre 18 et 25 ans. Se projeter dans l'avenir ou développer des projets professionnels, ça peut être grisant, mais ça peut aussi être très anxiogène. Il y a plein de choses qui passent à cet âge-là. On devient adulte, on immigre, on a à choisir un futur qu'on ne connaît pas, d'une profession qu'on ne connaît pas. Nous-mêmes aussi, on apprend à se développer comme personne. Donc, ça amène toutes sortes d'enjeux, mais aussi toutes sortes de possibilités. Alors, c'est un peu de leur perspective qu'on va parler aujourd'hui. Mais aussi, on va quand même relater la perspective des intervenants qui les accompagnent. Vous avez entendu parler qu'on est dans une perspective intersectorielle. Pour nous, intersectorielle, c'est que quand on parle d'intégration en emploi ou aux études, les jeunes vont traverser une diversité de services, en fait, qui ne concernent pas exclusivement l'emploi ou exclusivement l'école, l'éducation. Donc, on a rencontré autant des intervenants, par exemple, de francisation, de l'école aux adultes. On a l'ambition de rencontrer des conseillers universitaires aussi. On a rencontré des conseillers en emploi, des conseillers d'organismes jeunesse, donc vraiment des travailleuses sociales. Donc, toutes les personnes qui, à un moment donné ou à un autre, vont accompagner le jeune et finalement leur apporter un soutien. On leur a aussi demandé qu'est-ce que ça représentait pour eux accompagner ces jeunes-là. C'est quoi les défis, mais aussi les éléments facilitants ou des pratiques qui fonctionnent. C'est un peu résumé de tout ça qu'on va vous présenter aujourd'hui, avec quand même un certain ordre. Donc, on a pris directeur. Je vais vous présenter dans un premier temps avec Marianne la naissance du projet. C'est un projet de recherche, donc on a toujours un petit mot sur la méthodologie de la recherche, qui on a rencontré, un peu leur profil également. Et puis, quelques résultats. Dans un premier temps, quelques parcours d'intégration socio-professionnelle des jeunes adultes qu'on a rencontrés. Puis ensuite, l'objectif de la recherche, c'est aussi de comprendre leur accès
aux ressources de soutien communautaire ou public. Donc, ils vont aussi nous relater leurs défis et puis aussi les éléments facilitants au niveau de l'accès aux ressources de soutien. Et puis, on termine aussi avec des recommandations, puis quelques pistes d'action prometteuses de leur point de vue, puis du point de vue des intervenants qu'on a rencontrés. Encore là, c'est très préliminaire, donc tolérance requise, on n'a pas fini de faire les analyses encore. Alors, on remercie évidemment un projet comme ça. Personnellement, bien, vous ne me connaissez pas, mais je suis une chercheure, mais je réalise principalement des projets de recherche-action. Donc, ce qui implique de réaliser peut-être les recherches différemment. On ne fait pas seulement rencontrer les gens, interviewer, transcrire, mais on collabore aussi avec les organismes communautaires, puis on tente de trouver des pistes d'action qui soient le plus cohérentes possible avec les besoins du milieu. Donc, on a d'autres recherches avec Premier également. Dans le cadre de cette recherche-ci, on a travaillé avec le Carré Saint-Laurent, le Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa-Sauvé, la Commission scolaire, Marguerite Bourgeois, le CSAI, puis la table de concertation Montréal-Nord, notamment. Donc, on remercie les partenaires, on remercie évidemment tous les participants à la recherche. On a une équipe aussi d'assistants de recherche, d'étudiants qui ont travaillé très fort, qui nous ont soutenus pour les entrevues, les prises de notes. Et puis, c'est aussi une recherche financée. Donc, je ne veux pas, c'est un peu les éléments de base, mais simplement pour vous dire, je ne suis pas tout seul dans ce processus-là. On est vraiment une grande équipe. Je suis seulement la porte-parole. Donc, le projet, comment il est né? Je suis anthropologue de formation, mais j'ai commencé ma pratique professionnelle comme conseillère en emploi auprès des personnes immigrantes. C'est vraiment ma pratique professionnelle qui m'a amenée à faire une maîtrise, faire un doctorat, un post-doctorat, puis aujourd'hui poursuivre. Parce que ça m'interpellait vraiment la façon dont on répond aux besoins des personnes immigrantes et puis tous les enjeux aussi au niveau des politiques, du système, des programmes qui existent. J'ai aussi travaillé, puis je continue à travailler également avec la TCRI, la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées immigrantes, que certains d'entre vous connaissez sûrement, qui montrent vraiment l'importance d'avoir des réponses spécifiques pour les personnes immigrantes au niveau de l'offre de services. Donc, on est parti de là. Et puis, juste quelques mots sur le contexte. Là. Donc, désolée si je suis un peu théorique, mais comme j'ai une heure, je voulais quand même vous donner un peu de contenu. Alors, l'élément de base, puis ça explique aussi le choix des profils des jeunes qu'on a rencontrés. Au Québec, depuis une vingtaine d'années, il y a vraiment une augmentation des migrants temporaires. Donc, dans le cadre de la recherche, on a rencontré bien sûr des résidents permanents arrivés récemment, mais aussi des migrants temporaires parce que, en fait, il y a davantage de migrants temporaires que permanents. Puis ça amène aussi une pression sur les ressources qui accompagnent les jeunes qui n'ont pas toujours les outils pour accompagner parce que je suis demandeur d'asile, j'ai un permis d'emploi, un permis de travail fermé, j'ai droit à quoi, je peux aller où, qu'est-ce que je peux faire. Donc, ce contexte-là fait aussi qu'on s'est intéressé aux jeunes sur des permis temporaires. Ce qu'on sait également, c'est que les trajectoires d'insertion socio-professionnelle des jeunes adultes, c'est un moment clé au niveau du développement personnel. Donc, il y a l'école, le travail, mais aussi la vie, tout simplement. Donc, il y a l'importance d'avoir des amis, de se former comme personne, de se former comme individu. Et puis, aussi, le dernier élément qui est très particulier, c'est que pour la nouvelle génération, on est aussi face à des trajectoires d'intégration qui sont souvent atypiques. On est dans un contexte de flexibilisation du marché du travail, donc le cumul d'études, d'emplois, plusieurs emplois à temps partiel, travailleurs autonomes, donc on passe par une agence. Donc, c'est tout ça qui demande vraiment une débrouillardise, puis aussi une capacité de vivre avec cette incertitude-là. Pour beaucoup de jeunes aussi, la migration peut être un projet pour poursuivre sa scolarité, mais les jeunes qu'on a rencontrés peuvent aussi avoir ce qu'on appelle des trajectoires scolaires discontinues. Donc, une personne qui n'a pas pu être aux études pendant des années, soit parce qu'elle a vécu, par exemple, dans un camp de réfugiés, soit parce qu'elle est partie juste avant de terminer sa scolarité, ce qui fait qu'une fois ici, des fois, ça peut aussi être assez complexe. Et puis, un dernier élément pour les jeunes adultes immigrants, c'est qu'ils peuvent aussi avoir des trajectoires d'insertion qui croisent différents comme pays, finalement. Donc,
ce qui amène un intérêt à le prendre en compte. Ce n'est pas seulement pays d'origine, pays d'accueil, mais on peut aussi passer par l'Allemagne, par la France, par l'Australie, par une forte mobilité. Alors là, je vais vous donner quelques chiffres, juste pour un peu réfléchir ensemble. En fait, ce qu'on a réalisé, c'est que les jeunes adultes d'immigration récente, au niveau de ce qu'on appelle, là, je le dis vraiment entre guillemets, la performance sur le marché du travail. Moi, je suis anthropologue, mais je travaille beaucoup avec les chiffres quand même, parce que ça nous donne un peu une idée de comment ils arrivent finalement à se tailler une place sur le marché du travail. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on croise la variable personne immigrante, âge, c'est la variable la plus pénalisée sur le marché du travail. Donc, pour une personne qui est née au Québec, c'est exemple dans la quarantaine, c'est à l'antithèse. Donc, pour les jeunes adultes, surtout les jeunes adultes d'immigration récente, le taux de chômage, c'est le triple finalement de la population générale. Donc, là, ici, on voit, ça, c'est une vieille statistique de 2016. Si vous avez des statistiques nouvelles, s'il vous plaît, envoyez-les-moi. Ça date un peu, mais c'est la seule étude que j'ai vue vraiment qui croisait l'âge et le statut migratoire. Quand on regarde d'autres éléments, là, j'ai trouvé des études un peu plus récentes. Un autre élément pour voir un peu la place des personnes sur le marché du travail, c'est ce qu'on appelle le NEET, mais c'est le taux de personnes qui sont ni en emploi ni aux études. Donc, qui sont finalement entre deux en attente. Et dans le cas des jeunes et des jeunes d'immigration récente, donc qui sont arrivés depuis moins de 5 ans, ils ont un taux vraiment supérieur. Ça, c'était pour les stades de 2018-2019, c'est 18,3 qui sont mis en emploi ni aux études. Évidemment, quand on arrive, il y a toujours une période d'attente. Il faut apprendre la langue, on attend la réponse de l'école pour pouvoir s'inscrire, donc ça peut aussi expliquer. Mais quand même, pour la population générale, pour les jeunes, c'est de 18,4 %. Donc, il y a quand même une grande différence. Un élément qui est peut-être plus positif, mais là, ils ne sont pas donnés de chiffres dans le rapport, c'est que le pourcentage, le taux d'études est quand même plus élevé pour les personnes immigrantes que pour les personnes nées au Canada. Donc, on voit quand même l'importance du retour aux études, puis c'est ce qu'on a remarqué aussi dans la recherche où l'Écosse, c'est vraiment fondamental. Et puis, un dernier petit élément, puis après ça, j'arrête avec les statistiques, puis on va aller vraiment dans le contenu plus au niveau du vécu des jeunes. On a vu, puis ça a été posé, qu'il y a quand même une nette amélioration du taux de chômage dans les dernières années. Ça, c'est pour toute la population immigrante. Donc, entre 2021 et 2022, c'est passé de 7 à 4,8 %, ce qui est phénoménal. Mais quand on regarde pour les immigrants récents arrivés depuis moins de 5 ans, il y a toujours un écart entre 4 et 8 % par rapport à la population générale. Donc, il y a toujours un retard, même s'il y a une amélioration. Donc, on est comme positif, mais quand même un peu mitigé parce qu'il y a des améliorations, mais il semble toujours avoir des enjeux qui se maintiennent à travers le temps. Ce qui nous a amené aux questions de recherche. Donc, à travers la recherche, on s'est demandé quelles sont les représentations des jeunes immigrants récents de 18 à 25 ans quant à leur avenir professionnel et puis les facteurs qui vont finalement constituer leur projet professionnel. Donc, comment on prend des décisions, à qui on s'adresse, qu'est-ce qui fait que je peux aller dans telle ou telle direction pour mes choix. Qui me soutient, qui me conseille? Est-ce que ce sont des gens ici, au pays? C'est quoi le rôle de mes amis, des professeurs, de la famille, tout ça? D'un autre côté, on a regardé aussi leurs expériences d'utilisation des services puis les manières dont leurs besoins sont pris en compte. Est-ce qu'ils se sentent accueillis? Est-ce que quand ils ont une question, une personne est là pour répondre à leurs questions? Comment on les réfère à des services? Est-ce qu'on leur dit, va consulter la page web ou est-ce qu'on les accompagne? Donc, ce sont différentes questions dont on s'est posé. Là, excusez-moi, quand je donne des exemples, parfois, je caricature un peu, évidemment, la réalité est plus complexe que ça, puis on sait aussi que le contexte organisationnel va faire que parfois, les gens n'ont pas toujours le temps. Et puis, finalement, le dernier volet de questions de notre recherche, c'est que, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, on est allé voir aussi les intervenants, les conseillers, les gestionnaires d'organismes, pour voir aussi leur lecture des défis, puis comment eux, ils accompagnent les jeunes.
Et puis le but, c'est aussi de voir, mais c'est quoi les pratiques prometteuses qui sont mobilisées. Là, vous avez remarqué, je suis beaucoup critique, mais aussi des bonnes choses. Donc, vous allez voir aussi dans la présentation, on commence toujours par les défis, mais on termine aussi par des éléments facilitants, des pratiques prometteuses. Alors, là, on va y aller un peu rapidement parce que je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Tout ça pour vous dire qu'on a ce qu'on appelle en recherche un terrain. Ça veut dire qu'on est en collecte de données pour rencontrer les différentes personnes. Pour le moment, on a rencontré 33 personnes, 22 jeunes adultes d'immigration récente. Marianne va vous présenter les profils tout à l'heure, puis 11 intervenants. Donc, on devrait rencontrer une quarantaine de personnes, puis on devrait terminer printemps prochain de rencontrer tout le monde. On avait pris une petite pause pour faire des analyses. Et puis là, c'est écrit en bas tout petit. Juste avant de réaliser ce projet-ci, on a aussi réalisé un projet à Montréal-Nord avec le Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa Sauvé, puis l'ensemble des partenaires du territoire. Et ces résultats-là, en fait, c'était une recherche très similaire, mais seulement à Montréal-Nord, mais ça nous aide aussi à comprendre la situation des jeunes pour tout Montréal. Donc, très rapidement, juste vous dire qu'on a rencontré 11 intervenants de tous les secteurs, autant éducation, travailleur social en BCUS, l'employabilité des organismes communautaires, donc dans le cadre de groupes de discussion puis d'entrevues individuelles. Et puis, on a rencontré également des jeunes. Et ça, pour nous, c'est le plus intéressant. C'est pas le plus intéressant, mais c'est le plus original peut-être, et c'est là qui nous a amené le plus de réflexion et peut-être aussi le plus de surprises aussi. Alors, Marianne va vous présenter un peu leur profil, puis ensuite je reprends. Comme c'est Marie-Jeanne, j'ai eu la chance de faire beaucoup du terrain. On a rencontré tous ensemble 22 jeunes. Je vous épargnais tous les détails de toutes les analyses qu'on a faites, mais dans les grandes lignes, on a rencontré 10 hommes, 11 femmes et une personne non-binaire au genre fluide. Des âges, on a eu beaucoup de personnes 19-20 ans, beaucoup de personnes 23 à 25. Le seul endroit où on a eu moins de personnes, c'était les 18 ans. Puis ça reflète ce qu'on a trouvé, c'était compliqué de capturer cette tranche d'âge spécifiquement. Parce que c'est transitionnel, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont trop. Donc ça reflète finalement ce qu'on a trouvé dans le terrain. En termes de durée de résidence au Québec, pas mal équilibré. Là où c'était très intéressant pour nous, ça a été dans les statuts d'immigration. Donc comme vous voyez, on a rencontré 9 personnes au statut temporaire et 13 personnes au statut permanent. Mais dans les personnes au statut permanent, notamment les travailleurs qualifiés... Oui. Est-ce que c'est possible de parler un peu plus fort? Pardon, j'ai une voix très très douce. Je vais essayer de projeter. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle un petit peu plus fort. Okay. On disait dans les résidents permanents, notamment les travailleurs qualifiés. En fait, il y a 2 personnes qui sont résidents permanents, travailleurs qualifiés, mais ce n'était pas par eux-mêmes, ce n'était pas leurs parents. Donc, c'était un projet de migration familiale. Toute la famille est venue quand ils étaient très jeunes, ils sont repartis au pays, et puis à l'âge adulte, c'est les enfants qui sont revenus. Mais ce n'était pas un statut qu'ils ont tenu par eux-mêmes en tant que tel. Dans les statuts temporaires, on a une diversité, des permis ouverts, des permis fermés, des permis d'études. Une belle diversité de pays d'origine aussi. On a eu beaucoup de chance là-dedans. On a eu le Liban, la Turquie, l'Inde, l'Afghanistan, l'Haïti, l'Érythrée, l'Italie, donc une belle brochette de pays. Et donc 8 statuts multiples, donc 8 personnes sont passées par des multiples statuts au cours de leur résidence au Canada. Et mine de rien, en 5 ans, c'est peu. Enfin, 5 ans, c'est court comme délai. Donc il y a quand même 8 personnes qui sont passées par des multiples statuts, ça veut dire beaucoup sur la flexibilité de leur trajectoire. Puis certains en 3-4 ans qui sont passés en 3 statuts. Donc, et juste pour vous dire, ce qu'on souhaitait, c'est pas une représentativité, mais une diversité. Donc, par exemple, les personnes réfugiées, on a dit, ben, on arrête de rencontrer des personnes réfugiées, on cherche vraiment à avoir un équilibre de représentation pour avoir vraiment une diversité d'expériences. On aurait pu rencontrer beaucoup plus de personnes avec un permis d'études international, mais on voulait plus aller chercher finalement une diversité d'expériences pour mieux comprendre leur trajectoire. Après, pour la langue de l'entretien, on en a eu plusieurs avec des interprètes, donc des interprètes pour l'arabe, le farsi, l'espagnol, 7 entrevues en anglais et 12 en français. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu 14 personnes qui sont allophones. C'est pas surprenant, voilà, comme statistique, mais beaucoup de personnes avaient ni le français ni l'anglais comme langue principale, et pourtant, ils se sont donné l'objectif de faire les entrevues en français avec nous. Et donc, dans les facteurs de vulnérabilité potentielle, on s'entend que ce n'est pas des problèmes en tant que tels. C'est juste que ça peut rendre plus compliqué le fait de s'installer puis d'avoir une pleine participation. Donc,
6 personnes avaient des enjeux de santé mentale, que ce soit dépression, anxiété, ADHD, ce genre de choses, ou des enjeux de trauma complexes. Et 4 personnes, plus une dont on n'est pas entièrement sûr, qui sont queer, membres de la communauté LGBTQ+. Et ça, c'est un élément dont je vais parler un peu plus tard, mais c'est un facteur qui est super intéressant pour nous parce que ça correspond à une migration pour se trouver, pour s'accomplir, pour vivre qui on est réellement à l'intérieur. Après, on avait les quartiers de Montréal. On a une belle brochette de quartiers, de à peu près partout. Et la famille au Québec, c'est couvert par le Zoom, mais il y a 9 personnes qui n'avaient pas de d'autres familles au Québec et 13 qui avaient la famille au Québec. Alors, a priori, on aurait pu penser que ceux qui ont la famille au Québec, c'est plus facile parce qu'ils ont un réseau de soutien. Mais en fait, pas tellement, dans le sens où avoir la famille au Québec, ça peut aussi vouloir dire qu'on est responsable de la famille au Québec. C'est des grandes sœurs, des grands frères qui sont responsables d'une fratrie. C'est les enfants qui traduisent pour les parents. Donc, c'est une nuance à apporter, quelque part. Puis, peut-être juste une petite parenthèse par rapport aux facteurs de vulnérabilité potentielle, ce ne sont pas des choses qu'on leur demandait. Ce sont des choses qu'on percevait dans l'entretien qui pouvaient jouer un rôle comme facteur limitant ou comme enjeu finalement pour pouvoir s'insérer en emploi ou aux études. Après, pour le niveau de scolarité actuel terminé en cours, ce qu'on a trouvé beaucoup, c'est des personnes qui ont des parcours en dents de scie, des personnes qui ont commencé l'étude, qui les ont arrêtées, qui les ont reprises. On aimerait faire une analyse un peu plus en détail de ça, mais pour l'instant, beaucoup de personnes ont des études supérieures, donc ça reflète ce que Marie-Jeanne disait au début sur l'importance des études pour beaucoup de personnes immigrantes. Et enfin, la grosse stat, c'est l'occupation au moment de l'entretien. Beaucoup de personnes aux études, beaucoup de personnes en emploi, mais la grande majorité des personnes étaient en cumul. Donc cumul études-emploi, cumul de temps partiel de travail, cumul francisation à temps plein, études à temps partiel. Et comme ça paraît simple, mais cumuler, ça fait beaucoup. Ça fait une pression additionnelle, ça fait beaucoup de devoir aller à droite à gauche. Et pour la personne qui cumulait les emplois à temps partiel, elle aurait voulu travailler à temps plein, si qu'elle ne pouvait pas. Elle n'arrivait pas à trouver un emploi. Donc c'est ça, c'est toujours des nuances à apporter. Ce qui nous amène à quelques résultats préliminaires où on va vous parler dans un premier temps un peu de leur trajectoire. Donc, le premier constat pour les jeunes rencontrés, c'est que les choix professionnels sont parfois complexes. C'est probablement quelque chose que vous avez déjà côtoyé dans votre quotidien. Donc, il y a une diversité de conseils reçus entre ce qu'on souhaite, ce que les parents souhaitent, la vision de la profession aussi qui peut être très variable d'un endroit à l'autre. Il y a la capacité financière. Donc, certains ont des charges familiales pour eux-mêmes ou pour les petits frères ou les petites sœurs, par exemple. Ce qui peut amener qu'on reporte des projets ou qu'on se trouve dans une situation où est-ce qu'on n'est pas vraiment dans un choix, il faut travailler en attendant, par exemple. Il y a le soutien de la famille, mais aussi la pression de la famille pour réussir les études ou quoi que ce soit. Là. Et puis, il y a également les projets qui sont modulés avec le statut d'immigration. Donc, selon le statut d'immigration, les études, c'est parfois possible, parfois impossible. Mais ce qu'on a constaté, par contre, de façon unilatérale, c'est que les projets, il y a de l'énergie, il y a de l'espoir. Bon, peut-être que je parle du haut de mes 40 ans et plus, où je suis inspirée par les récits de ces jeunes-là. Est-ce que tu veux en dire quelques-uns où j'y vais? Ben, c'est des choses que les jeunes ont dit dans leurs entrevues qui nous ont particulièrement touchés. Par exemple, Marois, c'était une femme voilée et qui avait pour projet de devenir dentiste. Puis elle disait qu'elle est à l'hôpital et qu'elle a vu des infirmières voilées. Puis qu'elle disait ça me motivait vraiment parce que moi, peut-être, je vais être dentiste. Puis moi, je porterai mon foulard. Avec l'importance de la représentation, de voir des modèles. Pareil, Myriam qui disait qu'il se voyait comme une femme d'affaires qui était successful, etc. Ou Shivansh qui disait I want to work 10,000 jobs before I die. Fait qu'il y a vraiment des envies de réussir, de s'investir, de construire quelque chose au Québec. Puis on avait même Khaled, qui est un travailleur autonome, qui a investi dans un restaurant avec un membre de sa famille, puis à même pas 25 ans, qui avait déjà son commerce finalement. Donc, c'est vraiment impressionnant. Alors, ce qu'on constate, c'est que d'un côté,
avant d'aborder vraiment l'accès aux services en tant que tel, c'est que la mobilité puis les projets professionnels sont vraiment en interrelation. Donc, dans certains cas, on voit des jeunes, on peut appeler ça des parcours d'hypermobilité, donc on va d'un espace à l'autre, on voyage pour les études, on change de pays régulièrement en quelques années. D'autres sont dans une mobilité imposée. Marianne a rencontré une personne qui voulait rester, puis finalement, elle a dû quitter quelques mois plus tard. Elle n'a pas pu renouveler ses papiers. D'autres sont dans l'incertitude, en attente de savoir qu'est-ce qui va se passer, ou d'autres dans l'immobilité. Donc, l'immobilité, on l'a vu aussi avec le contexte COVID, comment c'est extrêmement difficile d'être un peu imposé à la résidence, de ne pas pouvoir ressortir ni rentrer avec l'incertitude. Si je sors voir ma famille au pays, est-ce que le gouvernement va me laisser rentrer de nouveau? C'est pas sûr. Donc, ça conditionne différents choix. Donc, il y a des projets en attente qui sont des fois imposés, mais aussi la possibilité de réaliser des rêves. Donc, il y a finalement le monde des possibles qui se retrouve selon les jeunes qu'on a rencontrés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une hétérogénéité. Donc, il y a des personnes en mode survie, mode débrouillardise, d'autres en attente, d'autres qui sont en retour aux études, qui s'inscrivent activement, qui sont dans l'espoir. On a des trajectoires de vulnérabilité, mais des fois se côtoie la vulnérabilité, puis aussi la possibilité aussi d'améliorer ses conditions de vie, parce qu'il y a quand même un contexte où c'est possible. Donc, en somme, de façon générale, sur les différents entretiens qu'on a faits jusqu'à maintenant, je dirais que dans la très grande majorité, malgré les difficultés, les critiques qui sont faites, il y a vraiment un sens, il y a un optimisme ou un sentiment positif général quand même qui émerge. J'avais l'air un peu de la vieille ronchonchon, avec toujours voir les choses de façon critique. Alors, ce que je vais vous faire, là, on est à une demi-heure, donc on est correct. J'aimerais ça prendre 2 petites secondes avant d'entrer avec vous sur leurs expériences d'accès à les différentes ressources. Je voulais juste prendre quelques temps pour illustrer un peu 3 parcours complexes de personnes qu'on a rencontrées. C'est des petites vignettes d'à peu près un paragraphe chacun. Il y a les trajectoires de Suraya de Tunisie. Initialement, dans la recherche, on ne devait pas rencontrer des étudiants internationaux parce qu'on se basait vraiment sur, on réfléchit sur les programmes en employabilité, la façon de moduler les services pour les personnes immigrantes. Et finalement, ce qu'on disait, les étudiants internationaux, ils arrivent ici avec un projet déjà formé, avec un objectif déjà formé. Mais en fait, ce qu'on a réalisé en faisant les différentes entrevues, c'est que c'est un peu plus complexe que ça. Et il y a beaucoup de choses encore qui sont en doute ou en suspens, ou en tout cas, des fois, des situations particulières qui sont vécues, qui sont vraiment pas évidentes, on pourrait dire. Donc, par exemple, dans le cas de Suraya, elle est étudiante internationale à l'université. Elle est originaire de Tunisie, ses parents sont de la classe moyenne basse. C'est vraiment un sacrifice pour ses parents de payer ses études. Donc, elle bénéficie d'aucune entente financière, donc c'est des pleins frais de scolarité. Alors, c'est vraiment un sacrifice financier, puis il y a des attentes sur elle. Et puis, elle nous disait qu'elle a été conditionnée par ses parents, elle était toujours première de classe. Alors là, elle peut pas lâcher, elle ne peut pas avoir des mauvaises notes, il faut qu'elle réussisse, mais elle est passionnée, elle aime ça. Sauf qu'au moment où je la rencontre, il y a 2 choses. Premièrement, elle a vraiment de la difficulté, une fois les frais de scolarité payés, les besoins de base sont à peine couverts. Donc, insécurité alimentaire, difficulté de payer le loyer. Et d'autre part, on sort de la pandémie, puis elle sort d'un épisode où elle était particulièrement affectée. En fait, pendant la pandémie, elle a craqué. Et puis, lorsque je la rencontre, elle est à mi-parcours des études et elle est marquée par la dépression, l'épuisement professionnel, mais un épuisement professionnel qui avait commencé avant. Elle a flanché, elle a cherché du soutien psychologique. Pandémie, on savait tous, hein, mais après 3 mois, aucun retour d'appel des services. C'est vraiment grâce à sa directrice de recherche qu'elle a pu finalement avoir accès à un psychologue. Mais là, il y a un élément supplémentaire, c'est qu'elle ne peut pas abandonner ses études
parce que son visa étudiant est conditionnel. Donc, même si on lui dit il faut que tu prennes une pause, elle ne peut pas prendre de pause. Alors, finalement, ce qui s'est passé, c'est que grâce, finalement, elle a reçu un soutien psychologique parce que sa directrice, elle a interféré, puis finalement, elle a pu rencontrer une personne. Avec le fait qu'elle a payé une session supplémentaire, elle était en fait officiellement inscrite, mais dans l'incapacité, ça veut dire qu'il faut payer plus de frais de scolarité. Mais elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle reste. Donc, elle va mieux, mais il lui reste finalement une dernière année. Mais c'était vraiment au prix d'efforts et ça a vraiment montré comment, en épuisement professionnel, en burn-out ou en situation d'anxiété, il n'y a pas tant de choix que ça qui sont... elle pouvait juste pas lâcher, en fait. Et ce qu'elle me disait, c'est que, et du coup, c'était l'épuisement professionnel, émotionnel. Mon cerveau, il n'a pas capté, j'ai pas compris dans le fond, alors j'étais comme, c'est pas possible, j'ai travaillé dur, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, ça va mieux, mais elle est encore fragile. On se croise les doigts. Une deuxième situation pour illustrer la complexité, c'est le cas de Loïc, qui lui vient de France. En fait, profil privilégié, encore une fois, on pourrait dire, entre guillemets. Il arrive comme étudiant international. En fait, sa première arrivée en 2016, ça ne fonctionne pas, les papiers n'arrivent pas à temps. Il retourne en France, il fait des petits jobs dans les restaurations, les entrepôts, tout ça, avant de pouvoir finalement revenir en 2017 au Québec, dans un cégep en région. Il a la chance, tout de suite après son visa d'études, de pouvoir avoir un visa de travail ouvert. Hein, c'est possible de le faire. Mais après son visa de travail ouvert, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il a pu aller chercher un visa de travail fermé. Mais là, il se retrouve à 4 ans et demi plus tard, encore en attente. Et puis, finalement, il est assez critique. Puis, c'est vraiment grâce à ses connaissances. Il me disait, si mon employeur a accepté de faire les démarches de permis fermé, c'était à la condition que je fasse le gros de la job. Donc, j'ai suivi un tutoriel de 15 pages. Il fallait que j'identifie où mettre les choses à quel endroit. La personne, elle parle français. Elle est débrouillarde, c'est quand même des formulaires d'immigration, c'est pas si simple que ça. Alors, il a pu se débrouiller, mais il était très critique par rapport au gouvernement. Où il disait, c'est paradoxal, le gouvernement envoie des messages paradoxaux, arrêtez de faire des programmes de 2 ans sur le territoire. Si vous cherchez des jeunes, si vous dites que vous cherchez de la main-d'œuvre, vous cherchez des jeunes, arrêtez de faire des programmes de 2 ans. Maintenant, ça prend 2 ans cumulés d'expérience à temps complet pour avoir la résidence permanente, qui est toujours en attente finalement. Il dit, on propose, il dit, il y a quelque chose qui ne marche pas finalement. Donc, même si ce sont des parcours privilégiés, c'est quand même 4 ans et demi dans l'incertitude à chaque fois à devoir refaire des documents, sachant pas si les règles du jeu au niveau de l'immigration vont changer. Et finalement, la trajectoire de Sima, qui est d'Iran, que j'ai eu la chance de rencontrer. Quand je l'ai rencontrée, elle était toujours en attente de l'audience parce qu'elle est demandeuse d'asile. Elle a 19 ans, elle se débrouille très bien en anglais, elle est super proactive, c'est une personne forte, inspirante que j'ai rencontrée, qui est passionnée, mais elle a dû finalement quitter l'Iran, arrêter ses études parce que sa vie elle était menacée. Elle est arrivée, ça a pris des mois avant d'avoir un permis de travail. Elle s'est retrouvée à travailler dans des emplois dans l'informel avec, là c'est enregistré, je veux dire quand même vraiment des situations d'exploitation de la part de l'employeur. Et puis, mais elle reste quand même super positive, elle ne baisse pas les bras. Puis elle prend ça, elle dit, elle rêve vraiment de retourner aux études en fait. Elle devait poursuivre. Et puis elle se dit, en attendant, c'est pas grave, je me construis moi-même, je peux, elle me dit en anglais, self-study, elle dit, j'étudie par moi-même, j'avance. Elle est travailleuse autonome en parallèle, elle est professeure de musique passionnée, donc, mais en même temps, si on pense à toutes les embûches qu'elle a eues, ça reste complexe. Par contre, puis on le verra aussi un peu plus tard, elle a reçu le soutien très fort de son église, elle a rencontré des gens qui l'ont orientée, qui l'ont côtoyée. Et puis quand j'y ai parlé dernièrement, elle m'a donné des nouvelles, j'étais super contente. Elle a eu la réponse positive de l'audience et puis là, elle est en attente pour s'inscrire à l'université.
mais on lui a dit, ça lui prend un visa d'étudiant international. Et là, il faut comme débrouiller toutes les petites règles disant, ben, tu as droit à l'exemption des frais de scolarité comme demandeuse d'asile acceptée, mais ça prend certains papiers. Alors, on est encore un peu dans les parcours complexes, mais il y a de l'espoir que ça serait quand même rapide. Alors, on a rencontré 22 jeunes qui nous ont rencontré ces histoires-là, donc on pourrait vous en parler longtemps, et à chaque fois, c'est hyper touchant. Donc, dans les entrevues, là, je passe à une autre partie de la présentation. Dans les entrevues, on a demandé aux jeunes, finalement, bien, de différentes manières, de façon spontanée ou dirigée, leurs expériences de retour aux études, qui les a conseillés, comment ça s'est passé qu'ils ont consulté l'organisme, l'école, est-ce qu'on a répondu à leurs questions, à leurs besoins. Donc, ce qu'on constate dans un premier temps, c'est que du côté du profil des jeunes, puis ça, c'est vraiment rien de nouveau, là, un élément qui est difficile, notamment pour les choix, pour se projeter dans l'avenir, c'est que quand on n'a pas d'études spécifiques ni d'expérience professionnelle, de se retrouver dans un nouveau contexte, puis de s'imaginer, de se projeter dans l'avenir, c'est pas évident. Il y a aussi toute la compréhension du système, comment on fonctionne, dans le sens que tout est nouveau pour eux. C'est pas comme une personne qui arrive comme adulte, qui a l'expérience, qui peut transférer, qui sait un peu comment ça fonctionne, les services d'aide à l'emploi ou quoi que ce soit. Tout est nouveau, avec les formulaires, les façons de fonctionner, bref. Il y a l'enjeu... tu voulais donner un exemple pour ça, je pense. Juste pour illustrer, il y a Lala, par exemple, qui était à Polytechnique. Elle faisait un programme, puis ça ne lui plaisait pas. Fait qu'elle allait voir le registraire pour savoir comment on faisait pour changer les études. Elle a été mal dirigée. Fait qu'elle a fini par drop des cours qui étaient obligatoires. Ce qui a fait qu'elle a, en fait, finalement, elle n'a pas eu la moyenne pour pouvoir transférer. Puis ça l'a tellement traumatisé du système qu'elle était comme, je ne comprends pas. On m'a dit quelque chose, ça n'a pas marché, je suis coincée dans les études que j'aime pas. Puis elle a fini, pendant l'entretien, elle m'a dit, moi je ne vais plus jamais voir de conseiller, je peux plus, ça m'a traumatisée. Fait que quand on ne comprend pas le système, c'est vraiment compliqué de savoir, de pouvoir faire les bons choix pour ne pas arriver à une impasse plus tard. Mm-hmm. Il y a aussi des cas de scolarité, comme on a mentionné, partielle ou interrompue, où c'est difficile de se faire reconnaître, mais en même temps, les systèmes, je veux dire, l'école fonctionne, c'est quand même assez transparent de notre perspective ici à nous. Il y a comme plein d'éléments facilitants, mais quand on est comme rétrocédé, puis il faut qu'on recommence en arrière, quand on était à l'université, puis qu'on se retrouve au cégep, par exemple, parce que les systèmes sont différents, ou quand on avait presque fini notre secondaire, puis on ne sait pas trop c'est quoi l'éducation des adultes, il y a comme un ressenti qui n'est pas toujours facile ou qui est difficilement vécu. Encore une fois, une petite vignette d'illustration. C'est le cas de Marwa, qui est syrienne. Ils ont dû quitter la Syrie pour aller au Liban. Et au Liban, elle a fait face à des difficultés scolaires, elle a été moquée par son origine, fait qu'elle a arrêté l'école. À 15 ans, elle a arrêté l'école. Elle a arrêté l'école pendant 5 ans. Elle tombe en dépression, elle est restée au lit, à regarder des vidéos de cuisine. Puis là, elle arrive au Québec, elle a 20 ans, elle se dit « Ok, cette fois-ci, j'y vais, je recommence ». Puis encore une fois, c'est la même chose, c'est des moqueries par rapport à son origine, par rapport au fait qu'elle ne parle pas français. Mais cette fois-ci, elle a réussi à faire face, à s'accrocher. Puis maintenant, elle est à l'école pour les adultes. Mais le retour, imaginez-vous dans un nouveau contexte, sans parler la langue, après un arrêt des études pendant 5 ans à cause d'expériences difficiles, arriver dans un nouveau pays et devoir tout recommencer à zéro, comme ça demande une force de caractère qui est vraiment incroyable. Oui. Puis il y a des enjeux aussi que vous connaissez, qu'on a déjà évoqués, donc l'enjeu de la langue, du statut migratoire, la diversité des sources d'information. Il y a aussi un élément qui influence, c'est la modalité de fonctionnement des organisations. Je l'appelle la littératie, mais en fait, c'est pas juste la façon d'écrire, de parler, mais il y a toute la façon de fonctionner avec les formulaires, les pages web. Donc, des jeunes qui nous disent « on comprend pas », ça revenait souvent. Et un exemple extrême de ça, c'est Naya, qui est allophone et analphabète. Elle est réfugiée, donc elle est arrivée, elle a ses papiers, mais quand elle est arrivée, elle n'avait pas compris que les cartes de crédit, il fallait qu'elle les repaye elle-même. Elle pensait que c'était automatique. Elle se retrouvait en dette incroyable parce que tous les formulaires de la banque, ça arrivait par papier, elle ne pouvait pas les lire. Fait qu'elle a continué à accumuler des dettes comme ça. Puis c'est son conseiller qui a fini par l'appeler pour dire « Hey, t'as un problème là ».
Pareil pour le téléphone, elle a pris un abonnement téléphonique, elle a signé les papiers sans qu'on lui explique qu'il y avait des taux de crédit hyper importants. Fait qu'elle se retrouve à payer $200 comme prix de téléphone tous les jours, juste parce que tout est par écrit, il n'y a pas de... Quand tu sais pas lire, qu'est-ce que tu fais dans ce contexte-là? On pourrait vous donner plein d'exemples. Il y a plein d'exemples dans tous les sens. Oui, il y a la question qui revient souvent, qui est difficilement vécue, c'est les délais administratifs pour tout. Bon, il y a l'école, mais aussi les permis de travail, permis d'études, le temps aussi pour prendre un rendez-vous. Tout est un délai qui peut être de quelques semaines à plusieurs mois. Un élément qui m'a beaucoup touchée, c'est ce que j'ai appelé les filtres à la demande de l'aide. Déjà que pour des jeunes, c'est pas facile de demander de l'aide. Bien, pour personne, c'est facile de demander de l'aide, de dire OK, j'ai besoin qu'on me conseille, ou j'ai besoin qu'on m'appuie, ou peu importe. Mais le fait qu'il y a des formulaires qui conditionnent, mais le fait aussi, des fois, qu'il faut verbaliser la demande d'aide concrètement. J'ai rencontré une jeune, puis le message qu'on lui a dit, c'est ben il faut que tu appelles tes conseillers puis que tu expliques que tu as vraiment besoin d'aide. C'est une personne qui a vécu un trauma. Puis il aurait fallu qu'elle dise sur un répondeur à une personne qu'elle ne connaît pas ce qu'elle vit pour qu'elle soit priorisée. Alors, il y a comme tous ces petits filtres-là qui s'opèrent de façon... En même temps, les ressources sont débordées, il faut comme prioriser aussi, mais pour un jeune qui a besoin d'aide, enfin, c'est mon cœur qui parle, mais le fait de devoir justifier, en fait, est vraiment un frein humain important. Il y a aussi la question d'accessibilité plus formelle, les heures d'ouverture, est-ce que c'est dans le quartier, il y a la question du transport. Et il y a les modalités de référencement aussi, de collaboration qui vont être facilitantes ou pas au niveau des organismes. Est-ce qu'on va dire, ben va sur la page web, puis écris des mots-clés, puis tu vas trouver, les formulaires sont là, ou est-ce que l'intervenant va comme vraiment accompagner, puis expliquer, ben tu vas rencontrer telle personne, c'est ça qui va se passer. Donc, le fait que les intervenants travaillent ou pas en collaboration, pour le jeune, ça fait une bonne différence. Puis il y a d'autres enjeux, puis je ne veux pas, là il reste juste 15 minutes à la présentation, mais je vais juste les dire rapidement. D'autres enjeux, c'est de ne pas être résident permanent ni ici ni là-bas. Je pense que tu avais un exemple. Ouais. Ou alors c'est prendre les statuts migratoires de manière très stratégique. Donc je pense à Benjamin qui délibérément essaie de cumuler le plus de nationalités possible, qui est turc, qui veut avoir la nationalité espagnole, il travaille pour la nationalité canadienne. Puis il me disait c'est parce que what if one of them decides to kick you out, you've got to have options. Fait que c'est cette idée de toujours devoir stratégifier pour être sûr de pouvoir rester quelque part, au moins un endroit sur cette terre. Puis de devoir garder trace de tous les jours qu'on passe dans un pays parce qu'il faut faire la demande de citoyenneté. Puis il me disait qu'il avait un tableau Excel où est-ce qu'il mettait tous les jours qu'il était au Canada pour pouvoir présenter sa demande de citoyenneté. Oui. Il y a les enjeux de santé mentale et le statut d'immigration qu'on a déjà abordé. Il y a les trajectoires d'exil, le besoin de soutien psychosocial. Un élément inattendu qu'on a rencontré sur le terrain, il y avait au moins 3-4 jeunes minimum, il faudrait que je les compte, qui avaient un soutien psychosocial, mais au pays par Zoom, avec un psychologue, parce qu'ici, au Québec, c'était trop compliqué. Puis il y avait aussi les dimensions interculturelles, de raconter son histoire dans une autre langue, tout ça. Mais ça m'a quand même surprise de voir que le counseling par Zoom était plus mentionné, en fait, que la consultation de ressources ici. Il y a la précarité financière aiguë, il y a aussi la responsabilité familiale. Oui. Marois, c'est l'aînée de 5 personnes. Elle est elle-même allophone, mais dans la famille, c'est elle qui parle le plus. Fait que de facto, elle se retrouve à devoir faire la traduction pour toute la famille. Puis c'est une espèce de responsabilité vis-à-vis de ses parents. Fait qu'elle me disait que comme elle se sent la mère de ses parents, puis qu'elle se sent désemparée de voir le désespoir de sa mère qui a voulu juste donner une vie meilleure à ses enfants, puis qui se retrouve sans pouvoir rien faire, constamment face à des murs dans tous les sens. Ouais. Puis, il y a un élément qu'on n'a pas abordé, qu'on ne cherchait pas spécifiquement, mais qui est comme vraiment revenu, c'est toute la question de l'accès aux services de santé, notamment lorsqu'il y a un accident de travail pour les personnes sur un statut temporaire. On entend beaucoup parler dans les médias, mais il faut savoir que pour les jeunes qui travaillent dans les agences, bien, il y a plus d'accidents de travail. Pour les personnes immigrantes aussi,
Alors, j'imagine que jeunes et immigration récente combinée, il faudrait faire d'autres recherches là-dessus, là, mais c'est vraiment un enjeu. Il y a toute la question d'isolement social dont on n'a pas assez parlé, et puis le croisement aussi de difficultés entre problèmes de santé, précarité professionnelle, puis il y a aussi les situations de handicap ou de problèmes de santé chronique de quelques personnes qu'on a rencontrées. Là, je vais faire des choix, alors je vais avancer rapidement. Je pense que vous avez assez entendu parler des enjeux. Alors, je vais passer les enjeux tels que vus par les intervenants pour aller vers les pistes d'action. Alors, désolée. On a beaucoup de contenu dans la recherche. Alors, je tiens vraiment à ce qu'on termine sur une note positive. Alors, il y a des éléments facilitants dans tout ça, et puis il y a des expériences positives. Donc, ce qu'on constate du point de vue des jeunes qui ont été rencontrés, ce qui fait une différence fondamentale, ce sont des personnes significatives qui croisent leur route. Donc, que ce soit un conseiller, un professeur, un voisin, c'est quelqu'un qui fait le lien. Donc, il y a vraiment la question de l'importance de l'intervenant pivot, mais peu importe de quelle institution. Et puis, à travers tout ça, se sentir encouragé, écouté, appuyé. Pour beaucoup de personnes, c'était les voisins. Fait que, par exemple, Marwa et Lélia, qui sont deux sœurs, c'est la voisine qui était arabophone, qui connaissait toutes, qui connaissait où s'adresser pour avoir l'air, qui connaissait les banques alimentaires, qui connaissait comment remplir les formulaires. Fait qu'elle me disait, ben, c'est comme ma mère, mon amie, ma voisine, tout en une personne. Donc, et puis, on constate aussi l'importance d'intervention de proximité. Donc, une personne qui est là, que je peux aller voir, finalement, que la porte est toujours ouverte. Quelqu'un qui prend des nouvelles, qui prend soin de nous. J'ai lu l'entretien d'une jeune femme qui était réfugiée, puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Quand elle est arrivée à l'hôtel, parce que c'est une personne réfugiée prise en charge par l'État, elle disait qu'elle pensait tout le temps toute seule. Elle disait, il y avait quelqu'un qui m'appelait tous les jours juste pour me demander comment j'allais. Elle dit, juste ça, ça fait une différence. Juste ça. Je pensais être toute seule, comme laissée à moi-même, puis il y avait quelqu'un au bout du fil qui était là et qui se préoccupait de moi. Donc, pour elle, ça fait une différence. Ouais, puis ça, le fait d'avoir quelqu'un qui se préoccupe de toi puis qui prend soin de toi, qui a vraiment ton bien-être à cœur, qui va un peu above and beyond pour te faire sentir accueilli. Oui. Puis on constate aussi que des initiatives qui font des ponts entre les ressources et les organisations, donc ça c'est autant du point de vue des jeunes, je vais peut-être avancer le PowerPoint, du point de vue des jeunes que des intervenants, ça fait une différence fondamentale. Par exemple, il y avait le développement de services sur place. Donc, par exemple, un organisme communautaire, un CJE, il va y avoir des paniers alimentaires sur place, où il va y avoir une infirmière à l'école ou une intervenante, une conseillère en emploi, une intervenante scolaire à l'école. Il y a parfois des ponts entre la francisation, le soutien à l'emploi, des ponts entre l'anglais, les activités informelles. Il y a aussi toute la question de la facilité de contact aux organisations. Donc, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure aussi. Le contact est simple, on n'a pas à devoir justifier qu'on a besoin d'aide. Il y a la possibilité de pouvoir poursuivre ses études, qui est aussi un élément extrêmement facilitant. Évidemment, il y a l'énergie, la débrouillardise des jeunes. Et puis, il y a également l'importance d'accéder à des espaces informels communs où ce n'est pas juste l'emploi, les études, mais c'est aussi pouvoir créer du lien, pouvoir créer du sens. Par exemple, Loïc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans l'organisme, il disait, l'organisme, à un moment donné, il y avait une session d'information sur comment passer du statut permanent en temporaire, il y avait une avocate, là j'ai rencontré des gens, sont restés des amis, donc tout est croisé, puis c'est aussi des occasions de rencontres. Puis très brièvement, donc d'autres éléments qui aident pour les jeunes à se sentir comme bien accueillis, ça a été tout l'aspect familial et amical. Donc, beaucoup des jeunes ont dit que la fratrie s'est soudée, les parents aussi, ça s'est soudé, les amis. Par exemple, Laïla, la personne dont je vous ai parlé tantôt, celle qui a été traumatisée par Polly,
ben, finalement, elle a réussi à changer de programme, mais c'était pas grâce à Polly, c'était grâce à un ami qui avait fait le même changement qu'elle, puis qui a réussi à l'informer, à faire toutes les démarches avec elle. Pareil, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est le côté de la foi. Donc pour faire sens de tout ça, pour quand même trouver un point d'ancrage, il y a beaucoup de jeunes qui nous ont dit qu'ils priaient, qu'ils avaient des groupes de parole ou des groupes de lecture de prière, etc. Puis que ça leur permettait de s'ancrer, de se donner du sens. Par exemple, Leïla qui parlait de son groupe de prière entre femmes, qui l'a beaucoup aidé. Et enfin, quelque chose qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est la migration comme émancipation. On parle beaucoup de la migration comme un moment de fusion, enfin pas de fusion, mais de transition très intense. Puis pour beaucoup de jeunes, ça a été le moment de s'affirmer comme ils étaient. Fait que loin des carcans, loin de la pression familiale, de la pression peut-être sociétale, beaucoup de personnes queer notamment, la migration pour ces personnes-là, c'était l'occasion d'exister en tant que en tant que personne véritable. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touchée. Puis, par exemple, Jana qui disait que jusqu'à ce qu'elle parte, elle vivait comme son père voulait qu'elle vive, puis qu'au Québec, elle a pu avoir l'espace de s'affirmer en tant que personne avec ses goûts, avec ses préférences, avec ses habitudes de vie. C'est ça. Et ça, ce ne sont pas des éléments qu'on cherchait initialement dans la recherche. On ne les a pas questionnés là-dessus. C'est vraiment des éléments qui ont émergé spontanément comme quelque chose d'important pour les jeunes qu'on a rencontrés. Même si on parle d'emploi, d'études, ben, dans la vie, ça fait une différence. Puis, par exemple, pour la spiritualité, c'est aussi les personnes qu'on rencontre aussi dans les églises ou dans les lieux de foi. Donc, on peut parler autant d'un conseiller en emploi qu'une phrase ou 2 pages plus tard, ben, de parler de finalement la personne de mon église qui m'a donné tel conseil ou qui m'a orienté de telle manière. Donc, on n'est pas dans une vision cloisonnée de la vie où l'emploi, les études, c'est chacun dans son, mais tout est interrelié finalement. Ce qui nous amène à conclure. Donc, pour penser des pistes d'action et des pratiques inclusives pour répondre aux besoins spécifiques des nouveaux arrivants, on tenait quand même à passer une petite fiche sur les recommandations que les jeunes ont dit eux-mêmes. Puis après ça, on tombera sur quelques pistes prometteuses. Donc, est-ce que tu... Oui, ok. Ben, c'est un peu pêle-mêle, dans le sens où on demandait aux jeunes, ben, qu'est-ce que tu as besoin de toi? Ce qui est beaucoup sorti, c'était, comme disait Marie-Jeanne, des endroits où on peut juste être avec des gens de notre âge, parler, jaser des choses qui sont importantes pour nous, avoir moins de délais administratifs pour tous les papiers, moins demander de papiers, comme pour prouver qu'on a vraiment besoin d'aide, aider pour le soutien financier, surtout pour ceux qui arrivent avec rien, qui n'arrivent pas avec des moyens financiers très hauts. Le côté être écouté et avoir quelqu'un en face que tu sens que tu es important pour cette personne-là, que c'est pas juste un travail, que c'est vraiment t'es important pour moi, je veux que tu ailles bien. Quelque chose, une personne référente pour comprendre un nouveau système, une nouvelle langue, un nouvel environnement. Aussi un élément qu'on a trouvé, c'est accéder plus rapidement à la francisation notamment. Il y a beaucoup de personnes immigrantes qui nous ont dit ben, j'aurais bien aimé apprendre le français, mais je ne comprenais pas où m'adresser, j'allais à droite à gauche, mais personne ne me disait oui, fait que bon, accéder plus rapidement à la formation. Il y a aussi la fracture numérique qui est quand même importante, tout se fait par téléphone, tout se fait par ordinateur, fait que si tu n'as pas d'ordinateur, ben, compliqué, fait que rendre accessibles les ordinateurs, les portables, donner de la publicité pour les services, parce qu'il y a beaucoup de gens dont on parlait de services, puis c'était comme, oh mon Dieu, ça existe ça? On était comme, ben oui, mais il faut juste en parler plus, il faut diffuser plus, ben, ça va aider à ce que les jeunes puissent s'en servir. Et enfin, avoir des services de soutien plus spécialisés pour les personnes allophones, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou des problèmes d'accessibilité divers et variés. Alors, ce qui amène à... il y a quand même plusieurs initiatives qui existent, puis on ne les mentionnera pas tous. Il y en a qui existent, puis il y en a qu'on voudrait voir exister davantage dans le paysage québécois. Donc, les espaces de socialisation, donc en plus de l'emploi, puis l'école, tout ça, l'importance d'espaces de socialisation informels, parce qu'il y a le côté gratuit, hein, il y a ça aussi qui est super important. On nous parlait par exemple, il y a un travailleur de rue qui a utilisé la maison des jeunes pour les 18 à 25 ans en dehors des heures d'ouverture, c'est gratuit. Il n'y aurait pas autrement accès à cet espace-là, puis autrement la maison des jeunes à 18 ans, c'est fini, parce que tu es dans un autre groupe d'âge. Mais
chaque maison a ses règles. Il y a décloisonner puis penser plus largement l'employabilité. Donc, où est-ce qu'on peut, ce que les intervenants nous disaient, on peut apprendre à être, donc à travers le sport, les loisirs, tout ça. Il y a beaucoup d'initiatives pour que les jeunes soient partie prenante, donc participer à une activité puis en même temps développer ses compétences. Bon, on a évoqué le Comité canadien pour les réfugiés, mais il y en a plein d'autres au Québec également. Bon, les prêts d'ordinateurs, qui est fait à petite échelle, pas partout, à certains endroits. Miser sur les ponts entre les institutions, les organismes, entre les espaces formels, informels, entre les services. Il y a des initiatives qui existent de services croisés, par exemple, des écoles où il y a des infirmières, où est-ce qu'il y a des intervenants sociaux, il y a parfois des conseillers qui se déplacent dans différents espaces. Il y a de créer des ponts entre les institutions gouvernementales et communautaires. Donc, il y avait par exemple une intervenante d'un CIUS qui disait bien, peut-être que les CIUS pourraient donner un banque d'heures pour que les travailleurs sociaux aillent dans des endroits pour faire du bénévolat, de l'implication, etc. Et c'est la dernière, et ensuite on pourra avoir le temps d'échanger ensemble. Donc, finalement, les jeunes ont des projets plein la tête, mais l'idée, c'est de voir comment on peut assurer les conditions pour leur permettre la réalisation de leur potentiel. Comment on peut penser le cadre d'intervention des organisations pour qu'il soit facilitant, puis comment on peut aussi soutenir les intervenants, les organismes pour mieux répondre aux besoins des jeunes. On s'entend que c'est complexe de travailler dans l'intervention sur des facteurs qui sont autant individuels, familial, organisationnel, sociétal et transnational. C'est le défi des jeunes immigrants, finalement, des jeunes adultes immigrants qui se retrouvent à l'interface de tout ça. Donc, et un peu pour terminer sur la note d'espoir de Abou, qui est une personne réfugiée du Soudan qui à 20 ans, est responsable de ses deux petits frères. Il nous disait, c'est un début qui est très difficile pour moi, mais je suis sûre et certain que ça va changer pour le meilleur. Donc, c'est de miser sur l'espoir, mais c'est aussi de permettre que cet espoir-là se concrétise. Merci. Merci.